Salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, nous accueillons Maxime Mallet, notre correspondant à New York, pour le 4e épisode de nos podcasts consacrés à la longue marche des Noirs en NBA. Une série d'émissions qui suit la publication dans votre quotidien d'articles sur les figures afro-américaines de légende de la plus grande ligue du monde. Max, après nous avoir conté l'histoire des pionniers, tu vas nous parler cette fois de Craig Hodges. Ceux qui ont suivi les premiers titres des Bulls de Michael Jordan dans les années 90 se souviennent forcément de ce shooter à 3 points d'une adresse exceptionnelle. Mais s'ils n'étaient pas au courant de son histoire, s'ils n'avaient pas entendu parler de ses convictions fortes, les mêmes fans auront sans doute été surpris de le voir disparaître de l'NBA après 1992. Car Hodges a payé sa liberté de parole, sa volonté de marquer les esprits pour faire avancer la cause des Noirs aux États-Unis. C'est ce que tu vas nous expliquer, Max. Allez, début du game. Alors Max, dans cette série, tu as hérité pour tes sujets des joueurs les moins connus, va-t-on dire, en tout cas moins que Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell ou LeBron James. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Craig Hodges ? Craig Hodges, c'était un joueur de rôle qui a eu pour principal fait d'armes dans sa carrière de remporter 2 titres avec les Bulls en 91-92. Voilà, c'est un joueur qui a été drafté assez loin, qui n'était pas très attendu, qui est vraiment, comme je disais, un joueur de rôle. Voilà, qui est quelqu'un qui a joué 20 minutes de moyenne dans sa carrière et qui a marqué 8 points et qui avait la spécificité d'être une gâchette à 3 points, ce qui était pas forcément la norme à cette époque-là. Cette qualité a permis à certains de faire des carrières de 10, 12 ans en NBA. La NBA aime bien les role-players. Lui, pour autant, sa carrière s'est arrêtée après 1992. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, pourquoi il y a des comme souvent dans des situations comme ça, il y a des explications divergentes. Le propriétaire des Chicago Bulls dira que c'est parce que ses qualités sportives étaient déclinantes. C'est vrai que son pourcentage à 3 points était en légère baisse sur la dernière saison. Et puis il y a une version qui est que il a été écarté, oublié pour ses prises de position politiques, pour notamment avoir tenté de pousser Michael Jordan et Magic Johnson au boycott du premier match de la finale en 1991. Voilà, parce qu'on était quelques semaines après le passage à tabac de Rodney King par des policiers de Los Angeles. Donc voilà, ça c'était, on va dire, le premier étage de la fusée, puisque après il y a eu d'autres événements dans la saison suivante, en 91-92, la visite des Bulls champions à la Maison Blanche, à laquelle Jordan n'était pas d'ailleurs, où il est venu en dashiki blanc, une tenue traditionnelle africaine, et il a remis une lettre de 8 pages au président George Bush, père à l'époque, pour parler un petit peu de la condition des Noirs aux États-Unis, essayer de plaider cette cause-là. Il a jamais eu de retour. Et puis il y a eu un autre petit événement qui est beaucoup moins connu, que j'ai retrouvé en faisant les recherches. Il y a en 92, donc on est un an après le passage à tabac de Rodney King, et les 4 policiers il y a un non-lieu, ce qui déclenche les émeutes de Los Angeles et dans le reste du pays. Et quand Jordan est interrogé sur ce sujet-là, il élude, il écarte en disant qu'il a besoin d'en savoir plus pour pouvoir s'exprimer, alors que c'était quand même une affaire qui a fait énormément de bruit aux États-Unis à l'époque. Et donc dans un article dans le New York Times, on le voit qui un petit peu rabroue Jordan sur le sujet de c'est facile de vouloir profiter de sa position pour faire beaucoup d'argent. C'est normal, c'est permis, donc c'est normal, mais il y a une responsabilité qui vient avec ça, et là il s'échappe de cette responsabilité. Donc voilà, il y a eu cette accumulation de faits, et puis après quelques semaines après la finale 92 à nouveau remportée, il est écarté par les Bulls, et plus personne ne le contactera, aucune équipe. Son agent même se séparera de lui peu après. Donc voilà, il a été mis à l'écart assez rapidement comme ça de la ligue, et il n'y est jamais revenu. Est-ce que c'était propre à Michael Jordan que de mettre son business non pas seulement en premier, mais en totalité, c'est-à-dire en alpha et oméga de sa pensée, de ses paroles et de ses prises de position, ou c'est aussi un petit peu le symbole d'une époque qui est plus basée sur le fric, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, et c'est une façon de te poser une autre question, c'est est-ce qu'en gros Craig Hodges n'aurait pas souffert de solitude dans son combat ?
Oui, c'est une de ce qu'il a dit, ce qu'il a récemment dit en regardant un petit peu, posant le regard en arrière dans le rétroviseur sur tout ça, c'est que c'était l'époque qui voulait qu'on était là pour faire un maximum d'argent. C'était la première fois que les salaires des athlètes vraiment atteignaient des niveaux qui étaient très 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 au-dessus de la moyenne. Ça c'était depuis longtemps, mais ça atteignait vraiment des niveaux où 5-6 ans de carrière pouvaient changer complètement toute une vie et même sur des générations. Donc voilà, ceux qui étaient sur les terrains à ce moment-là, ben, ont voulu en profiter au maximum et c'est ce il l'a résumé en disant voilà, on était plus concentré à faire de l'argent individuellement qu'à avoir des mouvements unifiés. Il a pas crucifié Jordan en disant je pense aussi qu'il savait pas quoi dire dans cette situation-là. C'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'il savait pas quoi dire face à de tels événements, face à des problèmes aussi profonds, aussi importants. Et on voit que dans d'autres sports, c'était la même chose. Voilà, quelqu'un comme O.J. Simpson qui a été par la suite, voilà, il y a eu d'autres problèmes pour lui, mais c'était un athlète qui était aussi noir, qui était une méga star et qui ne s'est jamais engagé pour des causes. Donc voilà, Jordan est pas le seul. Et cette année, il y a eu un boycott. Il y a eu un boycott qui n'a pas été total des playoffs. Il y a eu 9 matchs de playoffs dans la bulle qui ont été boycottés à la suite de plusieurs décès de personnes noires dans des problèmes avec les policiers. Et ça, il y a eu de la discussion cette année. Fallait-il continuer le boycott ou pas? Il y avait déjà eu, il y a quelques années, des discussions. À l'époque, il n'y a pas de discussion. C'est ça la chose. C'est-à-dire que quand Craig Hodges en parle à Michael Jordan, en parle à Magic Johnson, on leur dit pas, tu penses, ah oui, peut-être, attends, on va y réfléchir. Ah, finalement, non. Non, mais c'est complètement fou. Tu ne peux pas faire ça. À l'époque, il y a un rejet total de l'idée d'une expression publique forte des athlètes dans ce combat-là. Oui, oui. Alors lui, ce qu'il dit, quelque chose, j'ai pas eu la place de mettre dans le papier, mais il dit tous les joueurs savaient que quand ils me croisaient, ils allaient entendre parler politique, etc. Donc lui, voilà, il portait sa cause, il en parlait vraiment à tout le monde, tout le temps. Mais après, c'était pas un sujet qui était sur la place publique, ça c'est sûr. Et puis il avait déjà compris comment ça fonctionnait au niveau médiatico-sportif, disons. Il savait que s'il allait demander à Jordan et à Magic, c'est parce il sait que il pourra avoir l'accord de 8 joueurs dans le vestiaire de Chicago ou de 9 joueurs dans le vestiaire des Lakers ce jour-là. Si Jordan et Magic ne sont pas du côté de on fait grève, on boycotte, il sait que ça aboutira jamais. Et que en termes d'image aussi, ça n'aura pas du tout le même impact. Donc voilà, il est pas il a essayé d'aller à la tête un peu, voilà, en donnant la lettre à George Bush aussi, parce que il sait que ça part de là, quoi. C'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser, qu'il faut avoir pour lancer vraiment des mouvements d'ampleur. Que si lui fait sa petite manifestation tout seul dans son coin, ça aura quasiment aucun impact au niveau sociétal. Mais à l'époque, on en a parlé de cette histoire de lettre de 8 pages à George Bush, ou c'est quelque chose qui est sorti finalement un peu après, ou alors à l'époque, mais en catimini? C'est sorti un petit peu après, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été énormément médiatisé, tout simplement parce que la lettre elle a été entre guillemets enterrée. Ce que Hodges dit, c'est que je sais même pas s'il l'a lu ou s'il est allé au-delà de la première page. Voilà, c'est au sens propre, c'est resté lettre morte. Donc ça a juste un impact qu'il a remis une lettre et ça en est resté là. Donc c'est difficile que ça devienne un énorme événement si ça a zéro impact au moment où il le fait, quoi. Comme la lettre, Hodges a été un peu oublié finalement. Après, qu'est-ce qu'il est devenu après 1992? Alors il est allé jouer un petit peu en Europe. Au milieu de ça, il a fait une apparition en tant que free agent agent libre au concours de 3 points, dont il était le triple tenant du titre. Pendant le All-Star Weekend, ce qui est rarissime, des joueurs qui sont pas sous contrat NBA qui viennent disputer le concours à 3 points. Il était tenant, comme je disais, il était tenant du titre, donc c'est à ce titre qu'il avait pu l'intégrer. Et voilà, après il a entraîné un petit peu aussi après sa carrière de joueur où il a joué un petit peu en Europe et il a fait un petit court passage en tant que joueur dans une ligue mineure américaine. Voilà, la NBA ne l'a plus jamais approché.
Et dans sa deuxième carrière d'entraîneur, il a retrouvé un petit peu la NBA uniquement grâce à Phil Jackson, en fait, avec qui il s'entendait plutôt bien. Ils avaient des atomes crochus en termes de réflexion, de philosophie, voilà, toutes ces choses-là. On sait que Phil Jackson est un personnage assez particulier dans la NBA, le Zen Master sur tous ces sujets-là. Donc voilà, c'est Phil Jackson qui lui a permis de retrouver un petit peu le monde de la NBA en tant qu'entraîneur assistant des Lakers, d'abord pendant quelques années, puis dans le système des Knicks où il s'est occupé un petit peu des Westchester Knicks, qui est la franchise qui était à l'époque, qui est maintenant la G-League, l'équivalent de la G-League dans le système des Knicks. Donc voilà, c'était ces deux expériences ensuite avec la NBA. Aujourd'hui, il entraîne dans un lycée à Chicago, dont il est natif de Chicago, donc c'est dans sa ville d'origine. Est-ce que je caricature pour finir si je dis que le cas Hodges nous renseigne de ce qu'était finalement le tournant des années 80 et donc le début des années 90, que c'était une époque où le mélange des genres finalement parlait de sujets sociaux et politiques à l'intérieur d'une ligue qui était en plein développement, en pleine internationalisation, donc en plein business. C'était pas la chose à faire. Oui, non, c'est sûr. Mais lui, c'était totalement dans l'air du temps et on voit combien ça a changé. Et ça a changé aussi parce que le leader d'aujourd'hui, qui est LeBron James, est très engagé là-dedans. Donc forcément, ça donne un élan complètement différent à la ligue. C'est indéniable. L'époque a complètement changé. Le politique aussi s'intéresse beaucoup plus au sport. Voilà, c'est parfois des thèmes de campagne presque de Donald Trump qui s'en était pris à Kaepernick en 2016, qui là fait campagne dans le Midwest en disant que c'est grâce à lui que la saison de foot universitaire de la conférence de la région a pu reprendre parce qu'elle avait été un temps annulée. Donc voilà, le mélange des genres est beaucoup plus prononcé aujourd'hui dans les deux sens, mais il savait aussi, il avait compris que le développement à cette période-là, c'était aussi un élément qui pouvait permettre d'avoir une voix encore plus forte, parce que l'événement, lui, qui l'a marqué et qui quelque part, il souhaitait un petit peu reproduire, peut-être en changeant d'ampleur, c'était ce qui s'était passé autour du All-Star Game NBA 1964, où Jerry West et Elgin Baylor avaient organisé un boycott. Ils avaient, en fait, le match était diffusé sur ABC, ce qui était une rareté à l'époque. Et la NBA espérait, il n'y avait pas de contrat télé encore à cette période-là, et espérait signer un contrat télé dans la foulée. Donc les joueurs ont compris qu'ils avaient un pouvoir énorme autour de ce match. Ils ont dit, bon, maintenant vous allez reconnaître le syndicat des joueurs, vous allez nous donner telle avancée, ou on le joue pas le match. Et les propriétaires ont bien vu qu'il y avait énormément d'argent en jeu pour eux, et donc ils ont plié, ils ont donné tout ça aux joueurs. Le match a eu lieu, et voilà. Et Hodges, c'est un petit peu ça qu'il espérait reproduire en tentant de lancer son boycott de 1991. Il a fallu attendre 29 ans pour revoir un boycott en NBA qui a eu un impact, et cette fois bien au-delà de la simple ligue. Ça a été un vrai impact dans toute la société américaine. Merci pour cet éclairage, Max. Et tu parlais de LeBron James, justement, on en parlera, je vous en parlerai dans le 6e épisode. En attendant, Yannona nous parlera de Hakeem Olajuwon dans le prochain épisode. Merci à tous et à bientôt.